La nouvelle du jour, c'est évidemment cette baisse qui pourra aller jusqu'à 6 centimes de litre du prix des carburants, effort consenti à parité entre le gouvernement et l'industrie pétrolière. On parlera aussi des chiffres du chômage en hausse, du dispositif des emplois d'avenir pour les jeunes, mais on va commencer par cette baisse du carburant. Thomas Porcher, le dispositif adopté n'est pas exactement celui qu'avait décrit François Hollande dans sa campagne présidentielle. Pas du tout, puisque là, il y a une baisse de 3 centimes sur les taxes, une baisse de 3 centimes que les pétroliers vont faire. Ce n'est pas du tout un blocage. Un blocage, c'était faire un chèque en blanc, parce que si pendant le blocage, le prix du pétrole augmentait sur le marché international, on pouvait perdre beaucoup plus que 3 centimes de taxes. Donc on a préféré sécuriser les pertes finalement. Quel jugement vous portez sur cette mesure ? Au final, si tout le monde joue le jeu, ça fait 6 centimes de perte, mais il y a des chances que le consommateur ne l'aperçoive pas pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a des disparités régionales entre les tarifs. Il y a parfois 2-3 centimes de différence par région. En plus, il y a des différences de tarification entre les opérateurs. On observe 14 centimes de différence parfois entre les majors et les grandes et moyennes surfaces. Donc il est possible que ça brouille un petit peu la baisse pour le consommateur. En plus, si le prix du pétrole continue à augmenter sur le marché, cette baisse risque d'être balayée au bout de 2-3 semaines. Et le consommateur n'y verra donc rien. Il apercevra pas aussi fort peut-être que c'est dit. Voilà. Que faut-il penser des déclarations très marketing d'un Michel-Édouard Leclerc ou des dirigeants de Système U qui disent on va sans vendre à perte, on va faire zéro marge sur l'essence, c'est notre participation à l'effort national? Alors la première chose, c'est qu'on est assez surpris parce que l'UFIP avançait toujours des marges nettes d'1 centime. Et là, on se rend compte que s'ils vendent à prix coûtant, finalement, ça baisse de 2 à 3 centimes. Donc, on aimerait bien avoir les résultats du rapport que M. Moscovici a commandé pour savoir quelles sont réellement les marges nettes des pétroliers. On ne sait pas encore. Voilà, on ne sait pas encore parce que quand on regarde les marges brutes, il y a des grosses différences entre les majors, comme Total ou les autres compagnies majors qui opèrent sur le territoire français, et bien sûr les grandes et moyennes surfaces. Donc, on aimerait bien savoir. Probablement qu'elles ne sont pas de 10 centimes, elles doivent être de 4, 5 centimes. Ça doit aller, à mon avis, de 2 à 5 centimes maximum. Mais bon, c'était quand même un levier sur lequel on aurait pu jouer, même si c'était un levier limité. Éric Heyer, une réaction à cette... Non, je pense que tout a été dit. Effectivement, avec la volatilité du prix du pétrole, il se peut très bien, il faudrait faire une analyse en variante, mais le consommateur ne peut pas faire cette analyse-là. Et donc, il se peut très bien que finalement, malgré cette baisse de 6 centimes, ça ne se voit pas à la pompe, puisqu'effectivement, il suffit que le prix du pétrole continue à augmenter pour finalement rien ne se passe. Éric Delannoy, c'est assez représentatif finalement de l'incroyable petitesse des marges de manœuvre d'un pouvoir politique aujourd'hui. Il est clair que les marges de manœuvre aujourd'hui sont très faibles. Je pense qu'il fallait une mesure qui soit exemplaire sur changement maintenant. Donc on fait quelque chose maintenant. Je suis pas sûr que ce soit la mesure la plus, on va dire, marquante ou intelligente. Deux choses juste par rapport à ça. Il faut quand même rappeler que le prix du pétrole par rapport au SMIC n'a cessé de baisser depuis 30 ans et continue à baisser. Donc c'est pas quelque chose qui va beaucoup arranger les personnes. Et par ailleurs, les personnes les plus sensibles, je pense qu'elles auraient préféré à ne pas voir leurs heures supplémentaires défiscalisées. Donc on est quand même sur des mesures qui sont plutôt des mesurettes qui montrent qu'il faut faire quelque chose, même si j'apprécie plutôt la volonté des héros de positionner son action dans la durée. Mais là, on n'est pas dans la durée, il faut marquer quelque chose qui ne va pas avoir beaucoup d'impact, me semble-t-il. Mathilde, il y a déjà des réactions très mitigées, voire déçues des associations de consommateurs. Oui, ça semble tout à fait normal, d'autant que, encore une fois, ça va faire moins de recettes fiscales dans une période où il faut réduire les déficits. Donc ça veut dire qu'il va falloir augmenter les impôts ailleurs. Et quand on réfléchit par mesurette et non pas par projet global, on se retrouve dans cette situation tout à fait ambivalente où on donne le sentiment aux consommateurs qu'on baisse le prix de l'essence de 3 centimes ou 6 ou 7, enfin bon, mais que c'est très temporaire. Et surtout, ça va coûter aux finances publiques sans perspective. Économie verte, où on va, est-ce qu'on doit réduire la consommation de pétrole, quelles sont les énergies de substitution. On parle beaucoup de la voiture électrique, il va y avoir beaucoup de subventions pour qu'on construise plus de voitures électriques, mais on ne pense pas du tout aux recharges, à l'aspect pratique, comme les Allemands peuvent le faire. Donc on va se retrouver avec des subventions voitures électriques sans pouvoir recharger sa voiture électrique et tout ça. Enfin, c'est brouillon et donc je crois que le consommateur au final voit son pouvoir d'achat baisser, les déficits qui ne se réduisent pas assez, donc peur des problèmes européens, de l'avenir, sans perspective d'une nouvelle économie, d'une troisième économie verte, avec des substitutions possibles à l'essence et au pétrole.
Pascal de Lima, pour finir ce tour de table. Oui, mais Thomas après. la question en fait de la crise économique se joue bien sûr sur l'industrie pétrolière, c'est-à-dire que quelque part, lorsqu'on parle d'un prix, on parle uniquement d'un indicateur de performance qui est celui de l'industrie pétrolière, mais cet indicateur de performance qui est le prix peut être influencé aussi par ce qui va se passer sur les marchés financiers. Et là, on n'a encore une fois rien proposé en matière de régulation de ce que les salles de marché appellent les commodities, de régulation de la finance des transactions et des négociations d'opérations sur les marchés financiers liés au pétrole. Et on sait très bien que ces opérations-là influencent le prix du consommateur final. Donc là, encore une fois, on a un exemple du lien qu'il existe entre crise financière et crise économique, à savoir la régulation des marchés financiers pour éviter que ces marchés financiers n'influencent in fine le prix du pétrole. C'est quelque chose auquel on n'a pas pensé et qui va drainer l'ensemble des politiques économiques. Là, on prend un exemple, il y en a bien d'autres, évidemment. Thomas Porcher, je reviens sur ce que vient de dire Mathilde. C'est vrai est-ce qu'il n'y a pas un côté se tirer une balle dans le pied? C'est le reproche qui avait été fait à la TIPP flottante de Jospin, à savoir finalement une mesure qui, au bout du compte, prive l'État d'un certain nombre de ressources au moment même où on dit que c'est la première urgence, le rétablissement à terme et à l'horizon lointain des déficits publics. Je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit Mathilde. Je suis aussi d'accord sur le fait qu'il y a des débats annexes au prix du carburant, comme la transition énergétique, l'économie verte, les développements de transport. Mais là, le seul levier sur lequel on peut jouer, c'est un levier fiscal, mais il ne faut pas perdre de l'argent, parce qu'on est dans une période de crise de la dette. Donc il faut faire une fiscalité plus intelligente que la fiscalité actuelle. Aujourd'hui, on a 60%, entre 50 et 60% de taxes qui reposent uniquement sur le consommateur, qui ne tient pas compte de l'offre de transport qu'il a là où il habite. Donc il faudrait faire une fiscalité plus intelligente qui prenne en compte l'offre de transport, qui prenne en compte la transition énergétique. Et ça, on peut le faire, mais ça demande du temps. Et ça fait 8 ans que le prix du pétrole augmente, ça fait 8 ans que le prix du carburant augmente. On avait un prix il y a 10 ans qui était à $25 du pétrole, maintenant il est à plus de $100. Et donc ça ne peut plus durer comme ça. La fiscalité actuelle ne fonctionne plus. Il faut une fiscalité plus intelligente qui prenne en compte les disparités régionales et la transition énergétique. Et ça mérite réflexion. Oui, enfin, il faut quand même relativiser le coût pour l'État. Ça coûte 300 millions. Donc 300 millions d'euros, c'est pas énorme. Le problème, c'est que ces 300 millions ne servent à rien. Si encore ça servait à quelque chose, mais donc c'est pas tellement un coût exorbitant quand on ramène ça en point de PIB ou à la dette publique. Donc c'est tout petit. Non, mais ça fait cher du symbole. C'est 3 centimes en plus. Non, mais d'accord, mais c'est quand même une goutte d'eau. Et après, par ailleurs, vous avez parlé de la TIPP, mais c'est pas du tout le même principe. Moi, il me semble que la TIPP flottante aurait été bien plus intéressante puisqu'elle est sur les volumes et donc rien n'indique qu'ils auraient perdu finalement en recettes publiques tant que les volumes ne bougent pas. Donc il y a des taxes qui sont sur les prix, il y a des taxes qui sont sur les volumes. Là, il vaut mieux jouer sur les volumes que... Et alors pourquoi ils n'ont pas retenu l'idée de la TIPP flottante? Vous le savez, les uns les autres, Thomas? Ça avait engendré quand même des pertes entre 2000 et 2002, même si on a des différents chiffres qui circulent. Certains disent que c'est 2,7 milliards, mais en réalité, comme il y a eu un gain sur la TVA, parce qu'il y a une TVA sur le produit, sur les carburants, c'est une perte d'à peu près 1 milliard, alors qu'à l'époque, on avait quand même un prix du pétrole centré autour de $25. L'OPEP avait fixé une bande de fluctuation officielle entre 24 et $28. Donc le prix du pétrole augmentait et baissait quasiment autant. Aujourd'hui, on a quand même un prix du pétrole qui est structurellement orienté à la hausse, donc ça pouvait être dangereux, c'est mon point de vue. Mathilde Lemoine, vous évoquiez tout à l'heure les impasses sur justement ou la frilosité des chantiers concernant les alternatives et tout ce qui concerne l'économie verte. Alors c'est vrai qu'on a l'impression que c'est pas les mêmes temporalités, c'est-à-dire que là, à nouveau, le gouvernement est dans le court terme obligé d'envoyer un signe à l'opinion. Et en même temps, des chantiers comme ça, c'est des chantiers à long terme. Mais vous n'en voyez pas, peut-être vous n'y voyez pas la volonté politique non, suffisante? absolument pas. Et c'est vrai que c'est toujours le même débat entre préparer l'avenir, préparer la croissance de demain et les problèmes sociaux. Oui, mais pourquoi des les plus Allemands y démunis. arrivent et pourquoi pas nous? Et notamment, on peut prendre cet exemple de différence justement de taxes entre le diesel et l'essence. Récemment, il y a eu un rapport de l'OMS qui a pointé du doigt les effets très néfastes sur la santé du diesel. Or, on sait que le diesel en France bénéficie d'une fiscalité avantageuse relativement à l'essence, sans raison particulière. Donc, plutôt que d'aider La les raison, c'est que les constructeurs français ont joué la carte du diesel. Oui, c'est ça. Mais donc voilà. Mais plutôt que d'aider à faire justement cette voiture électrique, on pourrait aussi demander à ce qu'il y ait un alignement de la fiscalité du diesel sur
sur l'essence progressive pour forcer aussi les consommateurs qui le peuvent à aller vers des énergies plus propres et qu'on avance. Mais on voit bien que là, c'est totalement brouillon et il n'y a pas d'objectif, puisque parallèlement, on aide la voiture électrique, mais on continue d'aider le diesel. Or, ça a été démontré que c'était nocif. Et je crois que la taxe carbone est un élément important pour pousser une économie, que ce soit les industriels ou aussi les particuliers, vers la troisième révolution industrielle, ce qui créera des emplois et de la croissance. Mais pour l'instant, on a peur de le faire. Alors, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aider les plus démunis, ceux qui ont besoin, comme l'a rappelé Thomas Porcher, de leur voiture pour aller travailler, qui n'ont pas les moyens de supporter une prime d'essence. On peut imaginer différentes aides pour ces catégories particulières. Mais il faudrait dessiner la troisième révolution industrielle et je crois qu'on est très très en retard. Oui, je voulais juste préciser quelque chose. Il faut savoir quand même que le véhicule qu'on qualifie de véhicule vert, entre guillemets, en réalité n'est pas si vert que ça, puisque si effectivement l'émission de CO2 est extrêmement faible, voire nulle, sur le véhicule roulant, la construction des matériaux, comme la batterie par exemple, elle en revanche est extrêmement émettrice de CO2, ce qui signifie qu'in fine, il n'est pas du tout évident de dire que le véhicule vert est aussi vert que cela, si vous voulez. Donc il y a une réflexion. Et puis ça nous renvoie aussi au débat sur la production d'électricité, donc sur le nucléaire, et Patin-Couffin. Enfin là, on ne prend pas de risque parce qu'on est au point de départ. Oui. Donc je veux dire, on ne prend aucun risque. Les Allemands, eux, n'ont pas seulement réfléchi à la voiture électrique, ils sont en train de mettre en place, en partenariat justement avec les pétroliers, des bornes électriques partout en Allemagne. Donc ils réfléchissent à l'ensemble du système. C'est ce qui vous semble le plus déficient finalement dans le... Et surtout en France, ce qui me semble vraiment très très différent de l'Allemagne, c'est que certes on va aider les constructeurs automobiles, mais c'est tout. On ne réfléchit pas à comment les gens, justement, dans les campagnes, pourraient recharger leur batterie facilement, comment on va pouvoir stocker cette énergie. Les Allemands sont très en avance sur tous ces points.